Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. La semaine dernière, il ne t'a peut-être pas échappé que Adobe a sorti plusieurs mises à jour pour ses logiciels du Creative Cloud, à savoir bien entendu Photoshop, Camera Raw, mais également les Lightroom. Alors oui, je dis les Lightroom car il y en a trois. Lightroom classique, qui est celui qui nous intéresse le plus, Lightroom pour les appareils mobiles, qui est quand même très pratique, et puis on va dire l'autre, Lightroom orienté Cloud, qui fonctionne également sur l'ordinateur. Aujourd'hui, je te propose de voir ensemble certaines des nouvelles fonctionnalités, du moins celles de Lightroom classique, qui me paraissent les plus utiles. Alors que cela fait maintenant 5 ans qu'existe le Creative Cloud, j'entends encore certains qui critiquent la solution d'abonnement proposée par Adobe. Alors, je ne vais pas rentrer dans ce débat aujourd'hui, mais cela dit, ceux qui, comme moi, ont choisi d'investir dans l'écosystème du Creative Cloud sont sans aucun doute, ou vont sans aucun doute, apprécier la dernière mise à jour de la semaine dernière. On est habitué aux mises à jour régulières sur Lightroom, souvent liées d'ailleurs aux nouvelles sorties d'appareils photo. Mais récemment, depuis 1 ou 2 ans, on a pas mal de nouvelles fonctionnalités et aussi des améliorations au niveau performance de logiciel. Alors cela dit, quand on parle de performance et d'informatique, eh bien tout le monde n'y trouve pas son compte, bien entendu. Il faut avouer aussi qu'un grand nombre ne savent pas forcément configurer Lightroom classique en fonction de la machine qu'ils utilisent. Bref, si cette dernière mise à jour apporte une amélioration dans les perfs, je ne suis pas sûr que beaucoup vont forcément s'en rendre compte. Donc concentrons-nous principalement sur ce qui est facilement visible et surtout relativement intéressant. Alors comme ça se passe dans Lightroom classique, eh bien plongeons-nous dedans. C'est parti! Alors on est dans Lightroom classique. Bien sûr, l'organisation elle-même de Lightroom n'a pas changé, c'est la même, mais il y a quand même sous le capot des choses quand même relativement intéressantes. Alors, d'un point de vue visuel, déjà, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Eh bien, on peut remarquer qu'il y a un nouvel onglet ici, dans le coin à droite, à côté de Web. Et en fait, quand tu cliques dessus, eh bien, tu vas trouver les informations liées à ton abonnement du cloud, c'est-à-dire eh bien, le stockage, à quel point tu utilises le stockage, combien d'espace il te reste, et puis aussi les activités de synchronisation, où est-ce que ça en est, tu peux suspendre. Avant, on avait ça, mais c'était un petit peu caché, c'était ici, il fallait cliquer sur la carte d'identité en haut à gauche, c'était pas très logique tout ça, et bref, ou bien rentrer dans les préférences. Là, on peut y accéder directement là, c'est pas rocambolesque, mais c'est déjà relativement intéressant. Non, ce qui est quand même un petit peu plus intéressant que ça, c'est si on va dans le module de développement, par exemple. Et on va dans le module de développement et je voudrais que tu regardes par exemple, ce que l'on trouve ici, dans les fameux paramètres prédéfinis, tu sais, les fameux presets, eh bien, ils en ont rajouté des nouveaux. Et ces nouveaux-là, principalement ici, par exemple, celui-là, eh bien, si je clique dessus, on va s'apercevoir qu'il va nous activer automatiquement la correction d'objectif. Bon, c'est pas extraordinaire en soi. Il y a d'autres choses qui vont être intéressantes, c'est celle-ci qui inclut non seulement la correction d'objectif, mais également la réduction du bruit. Mais plutôt que de te le montrer comme ça, essayer de comprendre comment ça fonctionne, eh bien, je vais te montrer la nouvelle fonctionnalité qui est paramétrable pour toi concernant la réduction du bruit. Alors, ils ne l'ont pas mis sous le nom de réduction du bruit, non, ils l'ont mis sous un autre paramètre de ISO adaptatif. De paramètres prédéfinis adaptatifs à l'ISO. Mais bref, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, c'est un paramètre que tu vas pouvoir créer toi-même. Tu vas pouvoir choisir ce que tu veux à l'intérieur de ton paramètre prédéfini, mais il va falloir savoir que tu vas pouvoir utiliser ce paramètre prédéfini après coup, et en fonction de la valeur ISO de telle ou telle photo, eh bien, les paramètres à l'intérieur de ce preset vont s'adapter. Alors, si tu ne comprends pas trop exactement ce que je suis en train de te dire, regardons ça de plus près. Si je prends par exemple ces 3 photos, là j'ai trois photos ici, 3 photos, c'est le même sujet, c'est mis sur un trépied, exactement la même chose. Par contre, la différence, eh bien, elle est au niveau de l'ISO. Par exemple, celle-ci, eh bien, elle est à ISO 1600. Celle-ci, la deuxième, elle est à ISO 32 000. Oui, j'ai bien dit 32 000 et c'est pris avec le 5D Mark
4 et tu verras, il n'y a pas autant de bruit auquel je m'attendais, je t'avoue ça. Et puis ensuite, on a ISO 100. C'est la même focale, c'est la même objectif, c'est la même distance et c'est la même fermeture du diaphragme. La seule chose qui change, c'est l'ISO et bien sûr le temps, afin de garder la même exposition à travers les trois essais. Excuse-moi. Alors, regardons tout d'abord la version à ISO 100. Si je l'ouvre comme ça, et puis allons dans le module de développement, je vais cliquer dessus, comme ça, voilà. Et bon, il n'y a pas de bruit, c'est normal, je ne m'y attendais pas à ce qu'il n'y ait pas de bruit. À savoir une chose, c'est quand même que ces 3 photos, puisque je voulais illustrer le propos du bruit, j'ai fait en sorte qu'elles soient sous-exposées de un arrêt, voilà. Donc, la première étape que je vais faire sur ces photos, je vais retirer l'onglet ici, je vais cacher la collection également. La première étape que je souhaite faire sur cette image, qui est à ISO 100, c'est simplement d'augmenter l'exposition. Je vais rajouter 1 dans l'exposition. Voilà. Tu remarqueras que c'est un peu mieux, hein, l'histogramme se sent mieux. Regarde l'histogramme d'avant, voilà, il était un petit écrasé là sur la gauche, et bien maintenant il se porte mieux, il est un peu plus étalé. Voilà, c'est très bien. On remarquera qu'il n'y a pas de bruit, on ne peut pas trop se plaindre, la qualité est plutôt pas mal. Voilà. Ensuite, on va regarder la photo qui est prise à 32 000. C'est là que je te dis, bah oui, il y a du bruit, mais en fin de compte, avec 32 000, c'est quand même pas mal. Hein. C'est pas mal. Alors, ce que je vais faire, pareil, je vais augmenter l'exposition de 1 arrêt. Voilà. Là, effectivement, là, ça révèle ce fameux bruit. On voit d'ailleurs qu'on a du bruit de couleur ici, avec des... On a certains tons de vert, on a du magenta qui apparaît, du violet, etc. Bon, c'est pas propre, mais c'est quand même pas mal pour du 32 000 quand même. Alors, la question qu'on se pose, c'est, tiens, on a augmenté l'exposition, et si on devait régler justement ce bruit, eh bien, on va aller dans les détails. Alors, j'ai fait une vidéo dans le passé sur comment gérer le bruit à l'intérieur de Lightroom, et les différents bruits d'ailleurs que l'on peut rencontrer en photographie. Si tu n'as pas vu ça, je t'invite à cliquer sur un des liens qui s'affiche maintenant. Tout au long de cette vidéo, je te mettrai d'autres liens, parce qu'on ne peut pas mettre plus d'un lien en même temps, et tu verras ces différents bruits, bruit thermique, etc., bruit de temps, même la différence entre la gestion du bruit dans l'appareil photo et la gestion de bruit aussi sur l'ordinateur, pour savoir s'il y a une différence ou pas. Bref, ici, si je devais régler ça, eh bien, regarde, on va pousser le truc. Là, je suis en train d'appuyer en même temps sur la touche Alt, rien que pour, des fois, de passer en monochrome, eh bien, ça aide à gérer le truc. Et puis, ce qui peut aider souvent, c'est de se mettre à 1,1, voilà. Donc, on se met à 1,1, et puis, qu'est-ce qu'on voit? Là, je pousse, et en fait, mon idée, eh bien, c'est de pousser jusqu'à ce que je perde pas quand même trop de détails, mais bon, j'ai du bruit, on va dire, relativement acceptable. Et là, c'est plutôt pas mal. On garde encore ces histoires de vert, de magenta qui apparaît ici, donc c'est le vert de couleur, c'est le bruit de couleur, et donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On peut le passer à 100%. Bon, je ne recommande pas forcément toujours de le passer à 100%, mais dans ce cas-là, ici, on risque rien. Voilà. Donc, voici un traitement. C'est pas si mal que ça, hein, pour encore une fois une photo à 32 000. Bref, j'ai géré mon bruit ici et j'avais ma photo à 100. Et si je pouvais te dire, en fin de compte, que je pouvais créer un preset, voilà, un paramètre prédéfini, et uniquement basé, parce que je ne vois, on peut l'appliquer à tous les paramètres que l'on souhaiterait dans le développement, que ce soit des réglages de base, la courbe des tonalités et autres, tu peux le faire comme tout autre preset, tu peux le faire basé sur n'importe quel paramètre que tu choisis de changer dans le module de développement. Cela dit, à mes yeux, la seule valeur, en fin de compte, de cette nouvelle fonctionnalité, que je vais te montrer dans un instant, n'a de sens vraiment que si tu gères le bruit, voilà. Puisqu'on va parler des ISO, c'est un preset qui va s'adapter à la valeur ISO de ton image, donc qui dit ISO dit souvent la gestion de bruit. Et donc du coup, eh bien le but, ça va être de prendre donc cette image, où on a une luminance qui est montée à 61, et puis la couleur à 100%, et de prendre une autre image à 100, c'est-à-dire où on ne va pas avoir de netteté, de luminance, de réduction du bruit à gérer. Si je sélectionne ces deux photos, et qu'ensuite je vais cliquer sur le bouton de paramètres prédéfinis ici pour en créer un, et on va créer un nouveau paramètre prédéfini, on a notre fameuse fenêtre que l'on connaît tout à fait. Alors là, je te propose déjà, rien que pour simplifier les choses, créons un nouveau groupe. Voilà. Puis on va l'appeler test. Et là, le nom du paramètre prédéfini, on va faire test ISO. Voilà, test ISO. Alors on pourrait l'appeler autrement, mais bref. Là, je veux uniquement la réduction du bruit qui... Mais encore une fois, tu pourrais cocher ce que tu veux. Voilà. Mais moi, pour t'illustrer le propos, je vais choisir que ça. On choisit la version du processeur, bien sûr, parce que sinon, Lightroom va te mettre un message d'erreur, tu vois, il va te dire « Ah, il faudrait que tu gardes la version. » Bref, la nouvelle fonctionnalité, elle est ici. Voilà. Paramètre ISO.
Si tu coches cette case, tu vas voir ce qui va se passer. On crée ça, et bien sûr ici, tu t'aperçois qu'on a notre nouveau répertoire test dans les paramètres prédéfinis, et puis on a notre nouveau paramètre prédéfini qui est créé ici. Regardons cette troisième image qui a été prise à 1600 ISO. Eh bien, ce que je vais faire comme les autres, c'est-à-dire que là, je vais appliquer l'exposition, et puis je vais rajouter 1, voilà. Donc on a une exposition, mais on a du bruit. On a le bruit relatif, du moins on n'en a pas au niveau couleur, hein, tu t'aperçois qu'on n'a pas de problème de bruit de couleur, c'est relativement propre. On a un petit peu de bruit ici, on le voit sur le petit panneau LCD ici, on le voit ici dans le vert et puis dans le noir. Alors j'ai essayé vraiment hein, d'avoir du bruit un maximum, mais c'était pas si simple que ça d'avoir du bruit. Comme quoi quand on en veut, eh bien l'appareil n'en fait pas, quand on n'en veut pas, eh bien il se charge de nous en donner quelques-uns. Bref, on a ça. Et si on regarde maintenant dans, non pas la transformation, si on va dans les détails, tu remarqueras que là, bon, jusqu'à présent, je n'ai rien fait. Je ne joue pas sur la réduction du bruit, ni la luminance, quoi que ce soit. Regarde ce qui se passe si maintenant je clique sur ce fameux paramètre prédéfini qu'on a créé, test ISO. Je clique dessus. Regarde, il nous a donné une valeur de 29. Comment il l'a trouvé cette valeur de 29? Et il nous a même réglé la couleur de 61. Si on regarde le résultat, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Si on fait avant-après. Hey, il y a du changement. On regarde sur le LCD. C'est quand même le plus simple ici. Tu vois, c'est quand même réglé. C'est propre. L'image est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Ben, en fin de compte, il nous a pris... Il connaissait l'extrême. Donc, à 32 000. Il connaissait le réglage à 100. Et en fin de compte, il a utilisé ça pour créer un algorithme et faire en fin de compte la moyenne en fonction de la valeur ISO que tu vas rentrer. Donc quand on est à 1600, eh bien il détermine que au lieu d'être alors à 32 000, on était à combien? 32 000, on était à 61 en luminance. Eh bien là, à 1600, il considère que 29, c'est la valeur appropriée. Après, tu peux toujours régler, mais ça peut te donner une base. Alors pourquoi c'est intéressant? Eh bien, imagine que tu as une grosse série. Et principalement, tiens, on va parler de portraits ou de portrait avec un mariage par exemple. Tu reviens d'une journée, tu as pris des milliers de photos et tu as des photos que tu as pu prendre si tu as la chance d'avoir un climat plus ou moins lumineux. Tu as eu la chance de faire certaines photos à ISO 100 ou 200, 300 par exemple, ou 400. Et puis tu vas avoir d'autres photos où peut-être tu étais dans la chapelle qui faisait relativement sombre ou bien le soir pendant qu'ils dansent, etc. Et là, tu as été obligé de pousser les ISO. Alors peut-être pas à 32 000 comme j'ai fait ici dans l'exemple, mais peut-être que tu l'as monté à 6400, ce qui m'arrive régulièrement. Eh bien, ce que tu pourrais en fait avoir, c'est que quand tu importes tes photos, eh bien, tu pourrais avoir ce paramètre prédéfini qui se lance sur toutes tes photos, ce qui te permettrait en fin de compte de démarrer le travail sur tes photos avec une meilleure visualisation de ton image, un peu plus propre on va dire, et ce qui va te permettre peut-être en fin de compte d'apprécier plus une photo que l'autre, parce que quand on attaque le développement, avant même d'attaquer le développement, il faut filtrer les images, ces milliers de photos qu'on a capturées, et choisir celles que l'on souhaite garder au final. Eh bien, ça peut nous aider de voir si elles sont relativement propres d'un point de vue de bruit, de nous dire tiens, celle-là non, celle-là oui, celle-là non. Voilà, donc ça peut être très très pratique, je trouve que cette fonctionnalité est pas mal. Mais comme on aura l'occasion de le voir sûrement la semaine prochaine, j'ai un autre outil pour gérer le bruit et la netteté. On verra ça en détail et ça faudra quand même le détour. Mais en attendant ça, eh bien, on a cette nouvelle fonctionnalité qui est pas mal. Alors, tant qu'on est dans le module de développement, il y a d'autres fonctionnalités aussi qui sont pas mal. Si on va par exemple dans les courbes de tonalité. Alors je sais bien que beaucoup n'utilisent pas les courbes de tonalité dans Lightroom, etc. parce qu'ils ne comprennent pas. Et puis c'est vrai, peut-être c'est de ma faute, parce que j'ai jamais fait vraiment de vidéo sur les courbes de tonalité. Que ce soit aussi bien pour Lightroom ou Photoshop d'ailleurs. Parce que c'est pas quelque chose que j'utilise beaucoup. Je les utilise, mais pas tant que ça, c'est vrai. Alors, bref, ils ont changé un petit peu l'aspect visuel des choses, surtout quand on passe dans les couleurs. Si par exemple tu choisis rouge là, et bien maintenant tu as une aide, ce qui te permet de comprendre que si tu bouges le curseur vers le haut, là on a choisi d'utiliser la channel, la chaîne si tu veux de rouge, et bien si on est amené à bouger cette courbe vers le haut, et bien tu as un rappel qui te dit que tu vas augmenter les valeurs par exemple de mi-ton ici, qui vont aller vers le rouge, vers le magenta. Et inversement, si tu vas vers le bas, et bien tu vas tirer un petit peu plus vers le cyan.
Si tu as sur la courbe de vert, eh bien là, on t'explique que si tu rebaisses par exemple la courbe verte sur le haut d'illuminé, eh bien les hauts d'illuminé en descendant, tu vas voir qu'ils vont aller un petit peu plus vers ce magenta, vers ce rose là, et inversement, eh bien le noir, si tu en bas là, si tu souhaites monter, puis tu vas obtenir plus de vert. Et la même chose pour le bleu. Ce qui est aussi intéressant, c'est que si on veut réinitialiser le total, eh bien on peut faire un clic droit maintenant, c'est quand même plus propre, et puis on peut réinitialiser le canal ou tous les canaux en même temps. Voilà, je disais chaîne tout à l'heure parce qu'en anglais on parle de channel, mais voilà, on peut faire ça, donc c'est quand même plutôt pas mal. Et puis ils ont amélioré les choses aussi, parce que quand on utilise des points, alors tu peux mettre des différents points comme ceci, là, et puis par exemple baisser celui du milieu, ça peut être toujours pratique. Et bien maintenant, les valeurs que tu as là ne sont plus exprimées en pourcentage, qui ne voulait pas dire grand-chose. Maintenant, tu les as en valeur fixe, comme ce que l'on a dans Photoshop. Et ça peut être pratique. Voilà, ça peut être pratique. Tu peux aussi changer tes valeurs ici, tout simplement, plutôt que de bouger la courbe, si tu préfères. Ça peut être utile, surtout ceux qui, comme moi, utilisent en fin de compte une tablette et qui aiment simplement utiliser le stylet. Des fois, c'est pas si simple que ça avec le stylet de bouger une courbe ici, plutôt que de venir là sur les valeurs et de changer doucement ces valeurs-là. Donc voilà, ça c'est plutôt pas mal comme fonctionnalité. Ensuite, si on va dans les couleurs, le fameux TSL n'a pas changé lui-même, mais si on va dans couleurs ici, eh bien ils ont changé un peu l'aspect visuel, où on voit maintenant des cercles de couleurs pour retrouver ça. Donc si on veut sur le bleu, voilà. Bon, ça c'est purement visuel, il n'y a rien qui a changé à cet endroit-là. Pour moi, le plus gros de tous les changements qu'il y a dans cette nouvelle version de Lightroom, elle se situe au niveau des filtres. Alors par les filtres, j'entends quoi? Eh bien j'entends la brosse d'ajustement, j'entends le filtre radial, j'entends le filtre gradué. Une des avantages que j'entends régulièrement, les gens qui comparent en fin de compte Capture One à Lightroom et qui décrit en fin de compte Lightroom comme étant moins puissant, etc. Dans la majorité des cas, je dirais que c'est moins vrai, c'est faux et c'est généralement le résultat d'une marque d'ignorance de la personne qui ne comprend pas comment Lightroom fonctionne et c'est pas de sa faute, hein, si elle comprend pas, elle comprend pas, ou ne connaît pas toutes les fonctionnalités de Lightroom. Donc très souvent les critiques sont pas toujours véridiques. Cela dit, il y a une critique qui a été faite depuis des années et qui est tout à fait valable, c'est la facilité de gérer les couleurs localement dans Capture One. Et dans Lightroom, eh bien, on ne pouvait pas. Parce qu'en fin de compte, ce qu'on pouvait faire dans Lightroom, on prend la brosse par exemple, eh bien, on pouvait jouer sur la température, sur la teinte, sur la saturation, mais on ne pouvait pas changer, en fin de compte, la couleur, la teinte d'une couleur particulière. Alors oui, je dis la teinte au départ, j'ai parlé de la teinte, mais je voulais parler de la teinte de la balance des blancs en haut. Alors certes, on pouvait toujours, par exemple, faire comme ceci. Je vais appuyer sur le haut pour te montrer que j'ai mis une brosse, et là on pourrait se dire, eh bien dans cette partie-là, hop, tu vois, je rajoute ça. Mais on était limité, on partait du magenta pour aller sur le vert, mais tu n'avais rien entre. Tu pouvais très bien balancer un petit peu de bleu, avoir du jaune, mais tu n'avais pas de rouge par exemple. Tu ne pouvais pas vraiment avoir du rouge comme tu voulais. Mais maintenant ça a changé parce que tu le vois ici, on a maintenant cette nouvelle teinte ici qui est très puissante. Alors pour te montrer, je ne vais pas te le montrer sur cette image-là, je te le montrer sur celle-ci, sur ce portrait. Ce beau portrait de la belle Mégane. Alors j'ai déjà fait un masque, hein. Le masque il est ici, si j'appuie, tu vois, voilà, il est là, il n'est pas forcément très propre, hein, je reconnais d'ailleurs. Tiens, allez, on va le nettoyer un peu, j'appuie sur la lettre O pour faire afficher ça, et puis on va le nettoyer comme ça un petit peu. Voilà, bref, j'ai mon masque là-dessus. Imagine qu'on ait envie, en fin de compte, de changer la couleur de son haut. Eh bien, on peut venir ici, c'est un peu comme la teinte de TSL, en fin de compte, mais maintenant locale, et il suffit de la bouger. Regarde à quel point c'est super. C'est super parce que du coup, maintenant, eh bien, on va pouvoir bien juger, bien changer localement les tons. Alors, si effectivement, quand on bouge le curseur ici, ça paraît varier très rapidement et c'est pas forcément très fin, eh bien, tu as la possibilité de cliquer sur la touche Alt et tu remarqueras automatiquement ça coche cette case-là. Et là, si tu bouges le curseur, eh bien, les valeurs vont changer tout doucement. Ce qui te permet en fait d'affiner les choses. Donc par exemple, si j'ai envie d'essayer de faire une correspondance entre le bleu de ses yeux et le bleu de son haut. Alors,
si je reviens ici, alors la marque que tu as en haut, en fin de compte, tu remarqueras, hein, il y a 2 étages. La bande que tu as en haut, c'est la bande originale. Et quand tu es au centre, eh bien c'est la couleur que tu avais au départ. Voilà, qui est ici. Si je double-clique, comme tous les paramètres de Lightroom, tu reviens à 0. Là, j'ai envie d'aller vers un ton bleu. Donc je déplace le curseur et puis je vais aller vers un ton bleu. Voilà. Donc là, on est pas mal. Et puis je me dis, tiens, je vais essayer d'affiner les choses. Donc là, je cause sur la cage, j'appuie sur la touche Alt. Et puis je vais bouger le curseur petit à petit. Jusqu'à ce que je trouve, en fin de compte, une valeur qui me plaît. Alors, j'ai pas envie d'aller vers le tropical ici. On va aller un petit peu plus vers le bleu. Voilà. Et puis, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a la saturation. Elle était toujours là. Donc, on peut très bien jouer sur la saturation. Tu vois, pousser le bleu ou descendre. Tu pourrais même aller très loin et puis appliquer bien sûr un masque de gammage. Et je vais te montrer ça, parce que là, bon, ça peut être amusant effectivement de changer la couleur d'une robe, etc. Mais tu pourrais effectivement jouer aussi sur le teint de peau. Et là, bon, je ne vais pas le faire ici, mais c'est une idée. Mais par exemple, sur cette image-là, eh bien, cette image-là, j'ai eu l'occasion de le faire. Je l'ai retravaillé là justement dans la semaine, parce que je cherchais une teinte, je voulais modifier légèrement la teinte de ces rochers ici. Et en fin de compte, si... Attends, je vais cacher les paramètres ici. Voilà. Quand on est comme ceci, tu remarqueras que là, la teinte, je l'ai modifiée. Avant de la modifier, elle ressemblait à quoi? Eh bien, elle ressemblait à ça. Alors, j'espère que tu vas pouvoir voir la nuance avec la compression de YouTube. Voilà, maintenant que l'image est chargée. Regarde le ton. Tu vois, moi je cherchais un ton qui soit un petit peu plus rougeâtre, un peu plus marron en fin de compte. Et là, ça tirait un petit peu plus vers le vert. Eh bien, en bougeant justement mon curseur un petit peu, de moins 8,4, tu vois, j'ai réussi à donner ce marron à ces rochers. Et ça me plaît beaucoup mieux. Si je reviens en annulant, regarde, alors je vais essayer de passer à 2/1, augmenter comme ça pour que tu vois un petit peu mieux les couleurs. Ça c'était avant, voici ce que ça donne. Voilà, ça prend un petit peu de temps, je ne sais pas si tu l'as bien vu, ça on voit, hein, c'est un petit peu rougeâtre, marron, etc. Je clique là-dessus et on va revenir un petit peu plus vert, etc. Ça c'était la valeur, c'était la couleur de départ. Quand on ouvre en grand, eh bien, tu remarqueras que j'ai utilisé un masque de gammage. Pourquoi? Parce que si j'appuie sur la lettre O, eh bien là, tu vois mon masque qui est un peu partout. Eh bien, à des endroits, eh bien, ça risquait de déborder un petit peu au niveau de l'eau, etc. Et je voulais m'assurer que ça n'affecte uniquement que la pierre. D'ailleurs, on s'apercevra que le masque ici, il n'était pas forcément très bien. Donc, on passe comme ceci. Là, on repasse là. Là, on pourrait passer ici. Voilà. Et en fait, grâce au masque basé sur la couleur de la pierre, et si je clique ici, tu vas voir où est-ce que je l'ai pris. Je l'ai pris ici, justement. Et si tu ne sais pas comment utiliser le masque de gammage, j'ai fait une vidéo. Le lien s'affiche en haut au moment où Lightroom a eu cette nouvelle fonctionnalité. Voilà, et donc grâce à ça, eh bien, j'ai pu sélectionner, en fin de compte, affiner mon masque de ma brosse et puis utiliser donc la valeur que j'avais souhaité obtenir, qui est en fin de compte le moins 8,4. Voilà pour cette superbe fonctionnalité de la teinte, ce qui nous permet maintenant de modifier localement le ton de nos couleurs. Voilà. Ensuite, eh bien, il y a d'autres améliorations. On remarquera une chose, c'est que par exemple, quand on change les paramètres, tiens, par exemple, si je bouge les paramètres ici, c'est beaucoup plus réceptif, c'est beaucoup plus rapide. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, tu n'as plus l'onglet de navigation, le petit panneau, le petit encart là. Il ne change plus quand tu bouges tes curseurs tant que tu ne l'as pas lâché. C'est une fois que je l'ai lâché qu'il va se mettre à jour, mais pas avant. Alors ça paraît pas énorme ça, mais le fait que justement la petite fenêtre du panneau de navigation ne se mette pas à jour, eh bien ça fait une économie en fin de compte de ressources qui est utilisée à bon escient pour ta fenêtre principale. Et donc ça améliore la performance. On a des améliorations également quand on navigue, surtout quand on a un grand catalogue et qu'on souhaite naviguer dans le panneau de bibliothèque en forme de grid, eh bien c'est beaucoup plus rapide, aussi bien avec la souris qu'avec les touches, avec les flèches de ton clavier. Voilà. Mais encore une fois, les
les performances, les améliorations de performance, c'est vraiment très subjectif. C'est lié toujours à la personne, à la taille de son catalogue, à la machine qu'il utilise. Voilà, donc j'aime pas forcément toujours parler des performances et dire ouais si ça améliore beaucoup les choses parce que les gens se disent bah ça s'améliore pas pour moi, même si ça le fait un petit peu. Voilà. Donc il y a d'autres améliorations également lors de l'export au niveau en batch. Maintenant on a une nouvelle, si je le fais ici par exemple, c'est pas une fonctionnalité que j'utilise, j'avoue, le batch, mais imagine que je clique maintenant sur plusieurs presets, en fin de compte, paramètres de défini pour exporter. Et bien quand on appuie sur le bouton, maintenant on a d'autres paramètres que l'on peut modifier à sa guise avant justement d'exporter. Voilà. Voici donc les améliorations qui, à mon goût, valaient le coup de mettre le doigt dessus. Voilà, c'était quelques-unes des dernières fonctionnalités qui sont venues avec la mise à jour de Lightroom classique. J'espère que tu as trouvé ça intéressant. Dis-moi dans un commentaire, quelle fonctionnalité te paraît la plus intéressante? Est-ce que c'est la possibilité de créer des paramètres prédéfinis qui se basent, qui s'adaptent à la valeur ISO de ta photo? Ou est-ce que c'est par exemple la possibilité de travailler ta photo un petit peu plus finement en modifiant la couleur localement dans ton image? Ou est-ce que tu aimes aussi la performance? Est-ce que d'ailleurs, est-ce que tu as ressenti une amélioration au niveau de la performance de Lightroom suite à cette mise à jour? Dis-moi tout ça dans un commentaire. Dans quelques jours, demain, c'est vendredi. Vendredi, c'est le dernier jour du mois de juin. Comme d'habitude, il y a le rendez-vous pour les membres de la Photo Avenue. C'est le Café de l'Avenue à 20 h, heure de Paris, bien entendu. Pour les membres, l'information est publiée sur le site aujourd'hui. Quant aux autres, eh bien, je vous donne rendez-vous à tous. En tout cas, durant le week-end, va sortir les résultats du concours photo du mois de mai. En attendant, cet homme qui te dit à toi et aux autres, si tu aimes ce que tu vois, capture-le. Cheers!